Alors, maintenant, je vais vous parler en fait de l'exercice de la psychothérapie. Comme vous le savez probablement, l'exercice de la psychothérapie a été protégé et défini dans la loi des 10 mai 2015. Ça se lit dans l'article 68/2/1, paragraphe 1, comme suit. La psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé qui utilise de façon logique et systématique un ensemble cohérent de moyens psychologiques, interventions, qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire. L'exercice de la psychothérapie dans la loi était réservé en premier lieu aux médecins, psychologues, cliniciens et aux orthopédagogues cliniciens. Donc, il y a un arrêt intéressant par rapport à ça de la Cour constitutionnelle dont je vous parlerai au slide prochain. Comme vous le constatez, là, en fait, c'est donc l'exercice de la psychothérapie qui est protégé et non le titre de psychothérapeute. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on soit tout le monde qui souhaite s'appeler psychothérapeute, même s'il n'a pas fait une formation qui lui autoriserait de correctement exercer la psychothérapie, peut utiliser ce titre. Moyennant l'application de l'article 1382 du Code civil. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Et là, ça devient un peu compliqué juridiquement. Mais donc, qu'est-ce qui se trouve en fait dans l'article 1382 du Code civil? C'est un principe général en fait dans le droit civil qui, en grand résumé, dit en fait quand quelqu'un fait une faute et cette faute cause du dommage et il y a un lien causal entre cette faute et ce dommage, cette personne est responsable civile. Et donc, on pourrait argumenter, imaginons que quelqu'un s'appelle psychothérapeute et n'a pas fait la formation pour pouvoir exercer correctement la psychothérapie, et puis après, cause du dommage à un patient, et puis ce patient porte plainte, il pourrait que le juge estime en fait que cette personne a fait une faute en utilisant le titre de psychothérapeute qui a causé du dommage et qui a un lien causal entre les deux. Et du coup, il pourrait que le juge dirait que cette personne qui a fautivement, entre guillemets, utilisé le titre de psychothérapeute est responsable civil. Donc, de cette manière, on pourrait dire qu'il y a une sorte de protection minime dans la loi pour le titre de psychothérapeute, mais donc il n'y a pas, comme il y a, j'en ai parlé pas mal déjà, une protection de titre comme il existe dans la loi du 8 novembre 1993 pour protégeant le titre de psychologue. Alors, comme je viens de vous dire aussi, il y a un arrêt intéressant de la Cour constitutionnelle. Donc, notamment, en fait, par rapport à la disposition dans laquelle il y a écrit que l'exercice de la psychothérapie est réservé aux médecins, psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens, justement, en fait, ça a été déclaré inconstitutionnel par absence de mesures transitoires. Quelles sont les conséquences possibles que les personnes exerçant déjà la psychothérapie auraient dû pouvoir bénéficier en fait de mesures transitoires et que du coup, ils ou elles peuvent exercer quand même la psychothérapie malgré qu'ils n'entrent pas dans les critères dans la loi, donc ils sont ni médecins, ni psychologues cliniciens, ni orthopédagogues cliniciens. On pourrait aussi argumenter que malgré que la Cour constitutionnelle a décidé en fait que par l'absence de mesures transitoires, il y a une inconstitutionnalité, que quand même les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie ne peuvent quand même pas bénéficier de mesures transitoires, ne peuvent pas exercer, ne peuvent pas exercer quand même la psychothérapie. Pourquoi? Parce que, donc je viens de vous lire la définition dans la loi de la psychothérapie, qui est une définition en fait très large
ce qui fait que certains éléments pourraient éventuellement recouvrir aussi la définition de psychologie clinique que je vous ai lu aussi avant la pause. À mon avis, c'est cette première option en fait qui devrait être retenue, donc que les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie devraient quand même être capables de continuer à exercer la psychothérapie. Pourquoi? Bah, parce que justement la Cour constitutionnelle a décidé à une inconstitutionnalité. Et deux aussi, si on déciderait autrement, ça pourrait à nouveau créer une discrimination dans le sens que, comme vous vous le souvenez, peut-être, je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, aussi, quand j'ai fait la division entre les différentes situations pour obtenir le visa, je vous ai dit que là aussi, il y a des mesures transitoires prévues justement pour ces psychologues qui avaient déjà l'expérience professionnelle, mais qui n'ont pas obtenu leur diplôme en psychologie clinique, mais en psychologie dans un autre secteur. Et du coup, on pourrait estimer que si ici, on dirait alors que les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie ne seraient pas autorisées d'exercer la psychothérapie, qu'il y aurait une discrimination en fait entre les psychologues pour qui il y avait des mesures transitoires et les psychothérapeutes pour lesquels il n'y aurait pas eu des mesures transitoires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice de la psychothérapie? Il y en a déjà une ici qui est, je la lis texto, un médecin garagiste du corps humain peut-il se dire psychothérapeute? Et une question qui se rajoute à cela, y a-t-il un contrôle du côté de la formation des médecins qui exercent la psychothérapie? Un médecin n'est pas forcément formé à la psychothérapie. Une deuxième question, comment, sur base légale, distinguer le psychothérapeute et le psychologue clinicien? Mais là, ce serait, est-ce que donc, je le lis comme ça, est-ce que le fait d'être psychologue clinicien te permet directement de faire de la psychothérapie et pas l'inverse, puisque le titre de psychologue clinicien est protégé? Donc ça, c'est peut-être à... Peut-être il Oui, faut vas-y. ralentir un peu parce que j'ai pas réussi à tout écrire. Désolée. Donc, il y avait donc, cette question autour des médecins. Est-ce que les médecins peuvent être psychothérapeutes? Oui, ça j'ai noté. J'ai noté Et aussi le contrôle de l'ordre des médecins et comment voilà, distinguer psychologie clinique, psychothérapie. voilà, c'est ça. Donc, quand on est psychologue clinicien, voilà, dans cette question de la distinction, et quand on est psy-clinicien, sous quelles conditions peut-on s'appeler psychothérapeute? Et moi, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que n'importe qui peut se déclarer psychothérapeute. Ensuite, c'est dans l'exercice de la psychothérapie de voir si les choses ont été faites correctement. Et à ce moment-là, aux yeux, est-ce qu'il y a aujourd'hui une jurisprudence, on va dire ça comme ça, du côté de la commission des psychologues, ou en tout cas des instances disciplinaires, sur les conditions pour pouvoir exercer la psychothérapie? Quand est-ce qu'on estime que les conditions sont rencontrées? Quand est-ce qu'on estime qu'elles ne le sont pas? Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent sur la psychothérapie. Je propose que tu commences par celle-là, et puis ensuite, on passe aux suivantes. Ok. Donc, un médecin garagiste du corps humain peut-il se dire psychothérapeute? Oui. Justement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le titre de psychothérapeute n'est pas protégé dans la loi, ce qui veut dire qu'en soi, oui, un médecin peut dire aussi qu'il est psychothérapeute, même s'il n'a pas fait une formation en psychothérapie. Est-ce qu'il y a un contrôle par rapport à ça de l'ordre des médecins? Me semble pas. Comment distinguer la psychologie clinique et la psychothérapie selon la loi? Là, c'est très simple.
ou peut-être pas. Mais donc, j'ai donné la définition de psychothérapie dans mes slides. Je peux revenir. Donc voilà, elle est là en fait. Et puis, j'ai donné aussi la définition de la psychologie clinique il y a une demi-heure, je crois. Et donc, c'est la différence. Je crois qu'en pratique, c'est beaucoup plus difficile de parfois distinguer. Mais voilà, dans la loi, ça c'est la différence qui a été faite. Quand on est psychologue clinicien, dans quelles conditions peuvent-on s'appeler psychothérapeute? Justement, comme le titre de psychothérapeute n'est pas protégé, un psychologue clinicien en soi peut aussi s'appeler psychothérapeute. Avec à chaque fois, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais maintenant l'application de l'article 1382 du Code civil. Mais c'est, comme j'ai dit, une protection très minime. Et puis, est-ce qu'il y a de la jurisprudence aux instances disciplinaires, aux conditions pour exercer la psychothérapie? Non, il n'y en a pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Et est-ce qu'au niveau de la... alors, la commission des psychologues, elle traite des psychologues. Est-ce que les instances disciplinaires de la commission des psychologues reçoivent des plaintes ou des questions concernant la psychothérapie à l'heure d'aujourd'hui? Je vais me permettre peut-être d'intervenir. Par rapport à cette question précisément, il faut bien rappeler que la psychothérapie est donc reconnue comme une méthode de traitement protégée et donc au niveau du SPF Santé et non pas au niveau de la commission des psychologues. Donc, la commission des psychologues s'occupe des psychologues uniquement. Donc, si un psychologue fait de la psychothérapie et qu'il y a une plainte contre lui au niveau de la psychothérapie, eh bien, c'est contre un psychologue qu'il y a une plainte. On n'a pas la définition, la séparation entre psychothérapeute et psychologue. Donc, si maintenant, c'est un psychothérapeute, quelqu'un qui se dit psychothérapeute, mais qui n'est pas psychologue et qui n'est pas inscrit à la commission, à ce moment-là, là, on ne peut pas intervenir. On n'a rien à dire, effectivement. Et donc, un patient ou client ne peut pas porter plainte contre cette personne. Voilà, c'est peut-être un peu rappeler le cadre, parce que c'est ça qui fait la difficulté, hein, en fait. Oui, donc en soi, on n'est pas compétent pour les psychothérapeutes, on est compétent pour les psychologues. Prenons en compte le fait que les psychologues cliniciens sont autorisés aussi d'exercer la psychothérapie. Donc, à partir du moment qu'un psychologue clinicien exerce la psychothérapie et que je ne sais pas pour quelle raison le patient estime qu'il y aurait une violation du code de déontologie, il peut porter plainte contre ce psychologue clinicien qui exerce la psychothérapie aux instances disciplinaires. Mais si c'est simplement un psychothérapeute qui n'est pas psychologue, nous, on n'est pas compétents. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a encore pas mal de choses qui restent très imprécises sur ce, oui, effectivement. sur ce sujet. Très bien. Je suis en train de regarder aussi au niveau des questions, au niveau des psychologues, de la psychothérapie toujours. Est-ce qu'un master en psychologie clinique peut exercer comme psychothérapeute sans s'enregistrer auprès de la commission des psychologues? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'au niveau de la pratique, qu'est-ce qui est de l'ordre de la psychologie clinique? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la psychothérapie? Ça n'est pas forcément... la frontière est assez floue et il y a des choses qu'on peut retrouver des deux côtés. Donc, comment est-ce qu'on fait effectivement? On est psychologue, mais on ne s'est pas enregistré, mais on veut exercer comme psychothérapeute et non pas comme psychologue clinicien. Légalement, c'est possible, mais où se situe le curseur? C'est difficile en pratique, sans doute, de faire la frontière entre les deux. Et pour vraiment quelqu'un qui a le diplôme de psychologue clinicien et qui veut exercer qu'en tant que psychothérapeute et ne souhaite pas utiliser le titre de psychologue, mais que le titre de psychothérapeute,
il va falloir quand même que ce psychologue clinicien obtient le visa et l'agrément et ne devrait alors pas s'inscrire effectivement à la commission des psychologues. Et puis cette personne, ayant obtenu le visa et l'agrément, pourrait exercer la psychothérapie et aussi, comme le titre est de toute façon pas protégé, s'appeler psychothérapeute. Je vais me permettre d'intervenir parce qu'effectivement, c'est une matière très compliquée, hein, le principe de la psychothérapie sur lequel la Ligue s'était penchée quand même à l'époque, en 2016. Et effectivement, il faut savoir que ce serait réservé en premier lieu aux médecins, aux psychologues cliniciens et aux orthopédagogues cliniciens, mais quand même moyennant une formation complémentaire, hein, alors je n'ai plus les détails parce que j'avoue, je n'ai pas potassé ça avant, mais voilà, il y a une formation complémentaire, un stage aussi à effectuer. Donc, le psychothérapeute n'est pas protégé, mais l'exercice de la psychothérapie, il est quelque part. Oui. Et je pense que c'est une notion quand même très importante à soulever. Et effectivement, il y a une jurisprudence de la Cour constitutionnelle, puisque la loi de 2016, il n'y avait pas suffisamment comment dirais-je, de mesures transitoires. Et donc, effectivement, la Cour constitutionnelle a dit que toute personne exerçant la psychothérapie avant le 31 août 2016, même s'il n'était pas médecin, psychologue clinicien ou orthopédagogue, pouvait continuer à la pratiquer s'il apportait les preuves de sa pratique antérieure, en fait. Et donc, ce n'est qu'après. Après, la loi est assez vaste et complexe. On s'est bien arraché les cheveux dessus, d'ailleurs. Mais s'il y a des questions par rapport à ça, je peux tenter, en tout cas, d'apporter des éléments de réponse, si pas une réponse complète. Et certaines associations professionnelles aussi, hein, se sont beaucoup penchées sur la question, comme la PPPsy, BUPSy, enfin je vais en oublier certainement. Mais voilà, il y a un certain nombre d'associations professionnelles qui se sont beaucoup penchées là-dessus, puisqu'il y a plusieurs recours qui ont été déposés en même temps, qui n'ont malheureusement pas abouti à l'époque auprès de la Cour constitutionnelle. Mais il y a eu beaucoup de questions posées en tout cas, et beaucoup de choses mises en avant. Mais on peut revenir là-dessus, ça peut faire l'objet d'un petit écrit éventuel en fonction des questions posées. Oui, et je sais que l'une des représentantes d'une de ces associations professionnelles est présente dans l'assistance et elle nous rappelle, Martine Vermeil, l'ancienne présidente du LUPSI, nous rappelle que l'exercice de la psychothérapie est soumis à une formation de 70 crédits et de 1000 heures environ de stage en psychothérapie. Et donc pour les personnes qui s'inquiètent de se lancer dans une formation en psychothérapie, elle est toujours utile et elle conduira à une reconnaissance en fin de cursus en fonction des lieux dans lesquels les personnes se sont inscrites. Et comme Natacha le propose, et merci Natacha pour ce rappel précieux et cette précision, on peut effectivement, au niveau de la Ligue, essayer de refaire un écrit qui synthétise les éléments en matière de psychothérapie du côté de la Ligue et ou en collaboration avec les associations professionnelles existantes pour fournir les réponses les plus justes possibles et sous le contrôle de la commission des psychologues sur le plan juridique également. On passe à la suite, Luce? Ok. Je suis désolé, hein, je sais qu'il y aura un côté très frustrant pour une série de personnes dans la salle. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme ça aussi quand on le fait en présentiel. On ne sait malheureusement pas prendre toutes les questions dans le temps imparti, quand bien même elles sont très intéressantes. Ok, pour finir, en fait, ma présentation, je vais très brièvement vous dire quelque chose sur qu'est-ce qu'on peut éventuellement encore attendre. Donc, évidemment, je ne peux pas regarder dans le boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je peux vous dire ce qui, en ce moment, est pendante au Parlement. Donc, en fait,
Dans la loi de 2015, il y a prévu aussi la reconnaissance des professions de support en soins de santé mentale. Et sur cette base-là, une proposition de loi a été introduite en vue de la reconnaissance de l'assistant en psychologie, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a un bachelier professionnel en psychologie appliquée de 3 ans de 180 ECTS, qui vise en fait la reconnaissance de l'assistant en psychologie en tant que profession de support en soins de santé mentale. En ce moment, pas de mesures transitoires sont prévues et la dernière mise à jour quant à ce, c'est que la proposition a été discutée lors de la réunion de la Commission Santé et Égalité des chances le 27 octobre 2020 dernier. Alors, je suis venue en fait à la fin de ma présentation, donc voilà, je suis ouverte encore pour le temps qui nous reste aux questions et remarques. Merci. Alors, je vais déjà reprendre quelques questions. Une a été posée il y a déjà une bonne heure de cela, 1h30 de ça. Alors, c'est des questions qui concernent des enjeux politiques et des enjeux sur le plan de la déontologie du secret professionnel. Alors, une première question, c'était, mais au fond, pourquoi est-ce que le métier de psychologue, alors, est-ce que c'est dépend du ministère des classes moyennes et non du ministère de la Santé? Une deuxième, alors c'était plutôt une réflexion et en même temps une attente, le constat posé par un des participants de dire, mais au fond, il manque un lieu, des lieux où on peut être informé et discuter sur les enjeux politiques qui concernent la psychologie clinique, sans doute aussi la psychothérapie, mais qui permettent en tout cas de discuter de ces enjeux-là. Et j'ai envie de rajouter, d'autant plus aujourd'hui où la santé mentale est passée au premier plan avec la crise du Covid. Et donc, où est-ce qu'on peut se rendre, auprès de qui, comment est-ce qu'on peut combler ce vide ressenti par certains? Et puis, donc ça, c'est des questions, je dirais, plus au niveau politique. Et puis, on entre dans des questions vraiment de fond au niveau du métier. Il y a la question du secret professionnel. Parce que une série de ces dispositions, finalement, notamment en ce qui concerne le remboursement des soins psychologiques, que ce soit en tant que psychologue de première ligne ou que ce soit via la mutuelle, et ce sont deux choses différentes, je vais le repréciser juste après, mais est-ce que ces remboursements n'entraînent pas de facto une rupture partielle de la confidentialité, puisque le psychologue doit remettre via le patient des informations, ne fût-ce que les dates auxquelles la personne s'est présentée pour suivre des séances. Il y avait aussi derrière ça une autre question qui était qu'on sait que certains médecins généralistes demandent que le psychologue clinicien vers qui ils ont orienté un patient leur remette plus que simplement des dates et leur disent si la thérapie a été porteuse d'effets positifs, de façon à, lui, en tant que médecin, pouvoir décider s'il va renouveler, par exemple, la prescription ou pas, et qu'est-ce qu'il fait avec ce patient. Donc ça, ce sont des enjeux fondamentaux. Et je reprécise pour les gens qui nous écoutent, effectivement, aujourd'hui, le remboursement des soins psy se fait dans le cadre des psychologues de première ligne, et j'ai donc expliqué tout à l'heure, et que ça répond à une série de conditions, ce qui n'a pas empêché, et depuis des années, des mutuelles d'accepter déjà de couvrir des soins psychologiques, en tout cas de les rembourser partiellement. Et là, c'est propre à chaque mutuelle, et c'est selon un nombre de séances définies par les mutuelles, avec des plafonds qui sont aussi propres à chacune. Toutes ne le font pas à n'importe quelle condition. Et là, on sait que dans une série de nos services ou dans certains cabinets, eh bien, les gens viennent avec des demandes
d'attestation pour le mutuel. Et donc, ce qui nous renvoie à la question de la confidentialité derrière. Je te laisse déjà avec ces quelques questions-là pendant qu'on continue de passer en revue toutes celles qui nous arrivent. Alors, je me permets d'intervenir au niveau politique plutôt pour pouvoir aider parce que Luce est juriste, donc elle est beaucoup plus là pour répondre à toutes les questions au niveau juridique. Moi, je vais plutôt intervenir au niveau politique. Mais est-ce que vous pourriez me rappeler la première question parce que je n'ai pas pris note malheureusement. Pourquoi est-ce que le ministre de référence est celui de voilà, la classe moyenne et pas la santé? Exactement. Donc ça, en fait, je n'étais pas là lors des discussions, donc ça, je ne pourrais pas donner tous les détails. Mais en fait, la profession de psychologue est une profession d'indépendant, et donc il a été trouvé logiquement de mettre ça au niveau du ministère des classes moyennes pour les indépendants, parce qu'on a décidé, il y a des années, donc en 93, ils avaient été discutés, de parler de la protection du titre, et non pas la protection de la pratique, effectivement. Donc, il semblait logique, et c'est ce qui a été fait au niveau politique, de le mettre au niveau des classes moyennes. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, en tout cas, c'est ce qui a été fait. Et donc, voilà, donc nous, historiquement, nous sommes donc de ce cabinet de tutelle. Voilà, maintenant, on pourrait effectivement réfléchir à est-ce que c'est bien qu'on soit sous la tutelle des classes moyennes et non pas de la santé. Mais ça, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut malheureusement intervenir en tant que commission parce qu'on ne décide pas de quel ministre on veut dépendre. Et surtout, il n'existait pas de reconnaissance de la psychologie clinique à l'époque. Et donc, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, effectivement, vu les évolutions, peut-être qu'il serait logique d'avoir une évolution vers la santé. Mais malheureusement, on n'a pas les éléments en main pour pouvoir répondre. J'ajouterais, si tu permets, Jonathan, un commentaire. Alors là, c'est plutôt de ma place d'observateur du côté de la Ligue. C'est que cette dualité, finalement, entre ministère de la Santé et ministère de l'Union des classes moyennes a, paradoxalement, été, du point de vue de toute une série d'acteurs de terrain, bénéfique sous la précédente législature, avec le problème rencontré par une série d'associations professionnelles des psychologues, c'était le manque de réponse, voire le refus de réponse de la part de la ministre de la Santé ou de son cabinet. Et donc, le fait de pouvoir disposer d'un autre levier pour pouvoir faire valoir certaines choses était là quelque chose de salutaire parce que ça permettait de remettre un peu de marge de manœuvre et de possibilité de négociation et de discussion dans la situation. Mais cette question de ce ministère de référence est une question qui est importante parce que justement, ce à quoi on a assisté sur la dernière législature, c'était une volonté assumée de la ministre de la Santé de reprendre sous sa tutelle exclusive les psychologues cliniciens, et uniquement ceux-là. C'est-à-dire que la volonté politique à ce moment-là, c'était de disposer d'une branche de la psychologie séparés des autres, ce qui posait la question aussi de est-ce que le code de déontologie dont on a parlé au tout début de l'exposé, est-ce que ce code de déontologie allait pouvoir continuer à s'appliquer aux psychologues cliniciens ou bien est-ce qu'il allait falloir disposer d'un code propre? Est-ce que les chambres de recours, les instances disciplinaires qui sont présentes, qui sont mises en place grâce à la commission des psychologues seraient encore compétentes ou pas? Donc, ce sont toutes des questions qui étaient ouvertes. Et on peut entendre en termes de logique, mais il faut qu'on soit attentif aussi à ce que cela implique par ailleurs en termes de conséquences de basculer d'un ministère vers un autre. Tout à fait. Et je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que je n'ai pas évoqué, j'ai voulu répondre de manière très courte et peut-être pas assez circonstanciée. Surtout, il faut considérer que la psychologie, ce ne sont pas que les psychologues cliniciens. Et donc là, il y a une tendance et une volonté de la part du ministère de la Santé, en tout cas de l'ancienne législature, maintenant on ne connaît pas encore la nouvelle législature suffisamment pour pouvoir se prononcer, de considérer que les psychologues cliniciens sont des psychologues à part et devraient donc être considérés à part. Alors que le code de déontologie s'applique pour tous les psychologues de la même manière à partir du moment où ils sont inscrits à la commission. Et on a vu à la fin de la législature de notre ancienne
ministre de la Santé, qu'il y a eu un revirement aussi dans sa réflexion, en reconnaissant bien que les commissions médicales provinciales n'étaient pas compétentes pour le côté disciplinaire, mais que donc, de facto, c'était bien les instances disciplinaires de la commission qui étaient compétentes pour les psychologues cliniciens également. Et donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est avoir un peu plus de clarification aussi de la part du service public fédéral de la santé, du ministère, sur ces points, afin qu'il n'y ait plus de discussion ou d'incertitude en tout cas. Et donc, qu'on change de ministère ou pas, dans tous les cas, il faudrait cette évolution. Parce qu'il y a eu des évolutions maintenant législatives, donc il faudrait avoir cette clarification, cette simplification, parce que pour le moment, le champ de la psychologie est trop complexe et amène des situations qui vont être défavorables autant aux psychologues, mais surtout aux patients et clients des psychologues. C'est ça qui est vraiment le risque et c'est ça que nous voulons éviter à tout prix. C'est pour ça que nous prenons contact avec le SPF Santé, que nous avons déjà fait avec le ministère, pour pouvoir bien vérifier que tout cela est bien pris en charge. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Jonathan? Je t'en prie, Luce. Merci. Oui, parce que ça a aussi été dit, et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu pas mal de fois ces derniers temps. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir du coup un autre organe disciplinaire parce que les psychologues cliniciens ne seraient pas assez représentés et du coup les instances disciplinaires, la commission des psychologues ne pourrait pas assez prendre en compte la spécificité de la psychologie clinique. Mais je ne sais pas les chiffres exacts, mais 80-90% sans doute des psychologues inscrits à la commission des psychologues sont des psychologues cliniciens, ce qui fait aussi que la grande majorité des psychologues, quand je vous ai parlé là de composition des instances disciplinaires, sont du coup aussi des psychologues cliniciens qui siègent surtout dans les instances disciplinaires et que du coup, dire que les instances disciplinaires ne seraient pas aptes ou ne seraient plus aptes à cause du fait que les psychologues cliniciens ont maintenant été reconnus en tant que professionnels de soins de santé. Si oui ou non, alors on devrait changer de tutelle. Je laisse cette question ouverte. Mais ça n'a rien changé à la composition des instances disciplinaires. Ça n'a rien changé au code de déontologie. Ce qui veut dire du coup que non, il n'y a pas un argument là-dessus pour dire que les instances disciplinaires, la commission des psychologues ne seraient plus aptes ou ne pouvaient pas prendre assez en compte la psychologie clinique parce que c'est quasi que les psychologues cliniciens en tant que membres psychologues qui y siègent. Et du coup, sans doute, prendre très bien en compte la spécificité aussi nécessaire pour prendre des décisions quand il s'agit des psychologues cliniciens. Voilà, j'espère qu'avec ces éléments, on aura pu vous donner une réponse par rapport à cette problématique, qui évidemment doit évoluer, et nous ne savons pas exactement comment les choses vont évoluer. Nous faisons en sorte de garder en tête et surtout l'importance de l'union des psychologues et de la profession, et surtout de dire que les autres psychologues comptent également, pas que les psychologues cliniciens. Bien sûr, les psychologues cliniciens comptent, hein, ce n'est pas du tout une volonté de mettre en avant un groupe ou l'autre, mais c'est effectivement cette volonté. Par rapport à des lieux d'information sur les enjeux. Alors, ça justement, il existe le Conseil supérieur de la santé mentale, qui est au niveau fédéral, qui là peut-être intervenir et répondre spécifiquement pour les psychologues cliniciens. Malheureusement, nous n'y avons pas accès parce que l'accès est uniquement octroyé aux associations professionnelles. Donc, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Et donc là, il faudrait peut-être plutôt se rendre et poser des questions au niveau des associations professionnelles. Je souhaiterais aussi encore ajouter peut-être là où on peut être informé ou discuter des enjeux politiques. Il y a aussi différents groupes Facebook dont je sais pas les noms des groupes francophones, mais je sais en tout cas côté néerlandophone, donc peut-être que là, Jonathan, il peut ajouter en tant que francophone. Parce que je sais qu'il y a pas mal de débats quand même sur Facebook et aussi au sein des associations professionnelles. Chaque association a un peu, je dirais, son propre agenda et ses propres enjeux qu'il veut défendre. Donc, surtout dépendant de ce qui vous intéresse ou ce que vous souhaiteriez voir se passer dans l'avenir.
vous suivrez un ou plusieurs en vous inscrivant aux associations professionnelles. Et puis, évidemment, il y a aussi notre newsletter qui va, comme nous, on est là pour expliquer le cadre légal et pas carrément pour faire du lobbying. Donc, vous allez moins trouver sur les enjeux politiques, mais vous serez sans doute aussi informés de toutes les choses importantes qui se passent pour le psychologue. En tout cas, je peux ajouter que, donc, à côté des associations professionnelles que je ne peux qu'encourager à investir, parce que ce sont des instances qui sont vraiment en première ligne pour la question de défendre une certaine conception de la profession et qui sont à l'écoute de leurs membres, donc c'est-à-dire des psychologues eux-mêmes, ce qui vous permet aussi d'essayer de contribuer à la définition de ce qui rentre ou pas dans la clinique. C'est à côté donc de ces instances-là, il y a aussi des lieux comme des ligues, alors évidemment la Ligue bruxelloise ou des fédérations de secteurs. Au niveau de la Ligue, pour donner un exemple, nous avons mis donc sur pied depuis un peu moins de 2 ans un groupe de travail qui réunit différentes fédérations et différentes institutions pour pouvoir réfléchir sur ces questions autour de l'évolution de la profession, des psychologues en particulier, et plus largement sur l'évolution des règles de déontologie et de secret professionnel. Et il faudra, alors on avait prévu d'ailleurs d'organiser un colloque, c'était pour le printemps dernier, pour pouvoir traiter de la question du secret professionnel, de où est-ce qu'on en est par rapport aux règles qui encadrent l'accès au dossier du patient, de pouvoir répondre notamment à des questions autour d'enjeux de confidentialité qui apparaissent, que ce soit dans la redéfinition de la fonction, du métier de clinique en tant que profession de soins de santé, que ce soit dans le partage des informations qui est facilité par les moyens techniques actuels, ou encore dans des dispositifs comme les psychologues de première ligne ou les mutuelles. Et donc, effectivement, ce sont des questions qui restent brûlantes. J'ai envie de dire peut-être, il faudra voir ça dans les mois qui viennent, que la situation de crise actuelle pourrait rendre certaines de ces questions encore plus brûlantes, parce que souvent dans l'urgence, on a tendance à effacer quelques balises au nom de l'efficacité et de la rapidité. Donc il faudra voir s'il y a eu des effets ou pas de la crise actuelle là-dessus. Mais ce sont toutes des questions qu'il faut pouvoir continuer à investir et à traiter dans plein de lieux différents, avec une intention à essayer de visibiliser les résultats. Et je ne peux que vous encourager à ce que, lorsque vous avez abouti sur certaines choses, de ne pas hésiter à les transmettre, à les diffuser, de façon à ce que ça remonte et que ça puisse percoler, que ça puisse petit à petit permettre aussi à celles et ceux qui ont des contacts plus directs avec les politiques de faire valoir aussi des éléments liés à la pratique de terrain. Voilà. Alors, j'essaie de regarder s'il y avait encore l'une ou l'autre question. Il y avait encore les questions que je n'ai pas répondues là, autour du secret professionnel et le remboursement. Ça, j'avais noté, je n'ai pas répondu. Donc, on avait fait la distinction entre quant au remboursement et puis quant aux questions de médecins généralistes d'être tenus au courant. Donc, quant au remboursement, est-ce que ce serait une rupture partielle de la confidentialité en donnant des dates, etc. C'est une question auquel on a été contacté à plusieurs fois. Donc, on a pris contact avec la responsable de l'INAMI et donc, je ne peux pas vous dire plus en ce moment là-dessus, mais donc, c'est quelque chose auquel on réfléchit et on est au courant de cela. Mm-hmm. Et puis, pour les médecins généralistes, là, il s'agit du secret professionnel partagé qui est là pour donc,
j'ai pas eu le temps et c'était pas le but non plus de parler aujourd'hui de vos obligations déontologiques. Et donc, il y a les secrets professionnels partagés qui est ancré dans le code de déontologie pour les psychologues. Et puis, il y a aussi une disposition qui porte sur le secret professionnel partagé, notamment pour les professionnels de soins de santé, y inclut les psychologues cliniciens, y inclut les médecins. Et donc, on a un page sur notre site web quant au secret professionnel partagé. Donc, vous allez lire notamment plus sur l'article 33 de la loi du 10 mai 2015 qui explique bien sur notre site web les différentes conditions en fait, qui devraient être remplies. Et donc, voilà, je vous inviterai, au lieu de expliquer ça, parce que ça va prendre peut-être aussi un quart d'heure, de consulter notre site web quant à ce. Et puis, je pense que ça, c'était à peu près ce qui avait été demandé. Et je peux ajouter que, concernant le colloque que j'ai évoqué il y a quelques minutes, ça n'est que partie remise et on essaiera effectivement d'organiser d'une manière ou d'une autre une information et un temps d'échange sur cet enjeu essentiel de la déontologie et de son évolution. Voilà, il est 15h10, on a un petit peu débordé. Je voudrais vraiment, sincèrement et chaleureusement remercier Luce d'avoir fait tout ce travail de préparation et d'exposer 2 heures durant en français, qui était impeccable, je tiens à te le dire. Et de pouvoir, en tout cas, donner toute une série d'éléments concrets. Vous remercier mes collègues de la Ligue qui ont agi dans les coulisses pour que cet événement soit possible. Jusqu'à présent, et n'hésitez pas à nous en faire un retour. Ça s'est bien passé au niveau technique aussi, mais il ne faut pas hésiter à nous faire remonter des difficultés ou quoi. C'était une première pour nous et on essaye de faire en sorte que la prochaine soit meilleure. Et je voudrais vous remercier à vous, que je n'ai pas l'occasion de voir, mais que je devine à travers les noms de participants, d'avoir marqué votre intérêt, d'avoir participé, d'avoir nourri ces discussions avec une multitude de questions-réponses, et qui montre en tout cas la vivacité et l'actualité de tous ces enjeux aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente après-midi et au plaisir de vous recroiser très bientôt dans les rues, dans les bureaux, par téléphone ou par visioconférence. Bonne fin de journée à tous.